Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir patienté. Je vois que vous êtes nombreux, la plupart d'entre vous sont là parce que Pénélope Bagieux est parmi nous. Les autres étaient là parce qu'ils aiment venir dans une librairie, qu'ils en profitent. Pénélope Bagieux est parmi nous. Pénélope Bagieux, autrice de bande dessinée, dessinatrice, scénariste, de Joséphine en page blanche, de Cadavre exquis en culotté, de California Dreaming en beaucoup de choses. Elle est parmi nous déjà depuis un moment sur les pages, dans les librairies, les bibliothèques, sur nos étagères. Je suppose que si vous êtes là, c'est que vous la connaissez un peu, mais peut-être pas tout à fait suffisamment. Et notamment à propos de ces 2 volumes, je vois que vous en avez plein les mains de culottés, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Ces livres-là ne viennent pas comme ça, de nulle part, je ne crois pas. Tout d'un coup, on se dit, tiens, je vais faire des portraits de femmes. Et donc, comme Pénélope Bagieux a eu la bonne idée de prendre cette forme la petite biographie, elle a fait la grande, parce que Mama Cass, qui est le personnage principal de California Dreaming, la chanteuse emblématique des Mamas and Papas, c'est un grand récit. On pourrait presque dire que c'est une évocation biographique qui tourne réellement autour de cette dame, cette femme, cette jeune femme qui elle aussi ne faisait que ce qu'elle voulait. Et là, donc, des histoires courtes. Et ces histoires courtes m'ont donné envie un peu de faire la même chose. Je ne sais pas si l'autrice sera d'accord. Vous commencez toutes vos histoires, Pénélope Bagieux, par la date de naissance, le milieu, le lieu où naissent vos femmes, vos petites filles d'ailleurs, hein, au départ c'est des bébés, comme nous tous. Et en l'occurrence, vous êtes né à Paris. Dans quel milieu familial ? Dans quel milieu ? J'ai besoin de micro, vous m'entendez si je parle comme ça ? Ouais. Dans quel milieu familial c'est-à-dire Alors, j'étais la deuxième. Oui. Derrière un garçon ou une fille ? Derrière une fille, ma grande sœur. J'avais des parents qui travaillaient tous les deux. Ma mère bossait beaucoup. Après, on peut savoir dans quoi ? Ma mère est journaliste. D'accord. Scientifique. Et elle avait commencé par étudier des criquets et travailler dans des fermes à criquets. Et puis après, elle est devenue journaliste scientifique. On avait beaucoup d'insectes chez moi d'ailleurs. Vous voulez tout savoir. Et j'en ai tiré une profonde arachnophobie. Voilà, d'avoir beaucoup de migales dans des cadres chez moi. Et après, il n'y avait plus mon père. Donc j'étais dans une maison de filles avec ma mère et ma sœur. Et après... Voilà, j'en ai fait voir des pas faciles à ma mère après toute mon adolescence. Alors, voilà. Je me suis permis de poser cette question, non seulement parce que vous inscrivez toutes vos femmes, tous vos personnages dans cette dimension-là, de savoir où d'abord elles naissent, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, où elles naissent et dans quel milieu familial, mais aussi parce que votre second volume, je crois d'ailleurs que c'est le second, vous le dédiez à votre mère. Ah oui, tu peux bien faire ça quand même. Bon. Et donc je me suis dit, peut-être que si femme, on s'intéresse à ces parcours de vie de femmes, c'est peut-être aussi parce qu'on a un parcours soi-même qui fait qu'on a une mère qui nous a inscrits dans cette démarche-là ou pas. Eh bien, effectivement, en écrivant les portraits des culottés, il y en a beaucoup dont je me suis rendu compte qu'une des choses qui m'avait séduite dans leur histoire, c'est qu'elles avaient été poussées par leur mère. Et c'est en l'écrivant que je me suis dit, mais moi aussi en fait. Mais bon, il faut du temps et puis il faut vieillir pour rendre à ses parents ce qu'ils ont fait. Parce que d'abord, je passe par une phase où on a l'impression qu'on leur doit rien. Et maintenant, je me rends compte que effectivement, j'ai quand même jamais entendu de toute mon enfance ni de mon adolescence qu'il y avait quelque chose qui n'était pas à ma portée. Jamais, c'est jamais arrivé. Quand j'ai commencé à dessiner, ma mère m'a dit très bien, tu vas en faire ton métier, puis voilà, c'est bien. Et ça a toujours été très normal pour ma mère, qui m'a toujours poussée. J'ai jamais entendu de ma vie que quelque chose était, et encore moins quelque chose n'était pas pour les filles, mais elle m'a toujours élevée dans l'idée que tout c'était possible. Donc je me dis, quand même, je lui en dois beaucoup. Et puis maintenant que je suis aussi plus vieille, j'imagine bien ce que c'est d'élever des ados toute seule. Et ça ne doit pas être marrant non plus. Donc je me dis qu'elle a quand même fait un bon job. Donc je pouvais bien lui dédier un livre.
Ça l'a touchée, hein, d'ailleurs. Elle était émue. Bon. Très émue. Le premier volume, Oui. parce que là, vous avez attendu le deuxième pour le dédier à votre mère. Le premier volume, c'est dédié à vos filles. Parce que là aussi, il y a une volonté d'inscrire ce travail dans quelque chose qui doit passer à la génération suivante. J'espère que la génération suivante aura moins besoin de lire ce genre de livres parce qu'on leur en aura tellement rabâché qu'elles diront encore des livres sur les femmes héroïques, parce qu'à leur génération, il y en aura tellement que ce sera même plus la peine d'en écrire. Mais en attendant, moi, ça me fait plaisir quand j'ai fait pas mal de promos avec les culottés depuis 1 an. Donc j'ai fait beaucoup de signatures, beaucoup de rencontres et beaucoup d'interventions scolaires. Et j'ai rencontré des lectrices beaucoup plus jeunes que d'habitude. Et ça m'a touchée parce que c'était pas quelque chose que j'avais à l'esprit en l'écrivant. De toute façon, on réfléchit rarement à pour qui on écrit pendant qu'on écrit, mais j'avais pas intégré que ce serait lu par des gens jeunes. Je pense que d'ailleurs, il y a peut-être des histoires que j'aurais racontées différemment si j'avais su qu'il y avait des enfants qui liraient. Mais ça m'a fait plaisir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des scènes qui sont quand même un peu hardcore pour les enfants. Dans le deuxième, s'il y en a parmi vous qui l'ont pas lu et qui s'apprêtent à le lire, et qui veulent lire avec des enfants, dans le deuxième, il y a une histoire qui n'est pas forcément hyper simple pour les enfants. Voilà. Mais qui d'ailleurs n'est même pas dans la version américaine, ils l'ont enlevé. Pulan Devi ? Ouais, voilà. La reine des bandits, Pulan Devi. Ouais. Celle-là, vous pouvez la passer avec les enfants. D'ailleurs, il y a là des femmes dont peut-être vous, ou en tout cas moi, j'avais entendu parler, d'autres pas du tout. Ouais. Certaines, juste comme ça, Pulan Devi, on en parle, je suis journaliste aussi, mais moins scientifique. J'avais entendu le nom de cette femme, on avait lu dans la presse la reine des bandits, arrêtée enfin, et un peu ce qui était arrivé après, on ne savait pas du tout ce qu'il y avait avant. Vous avez réinscrit toutes ces femmes dans leur histoire. Quel a été le déclic de cette volonté de dire je vais aller creuser toutes ces biographies-là. Je veux savoir ce qu'il y a derrière ces noms qu'on connaît ou qu'on connaît moins. Alors c'est toujours la même chose. C'est une façon de me débarrasser de choses qui pas qui me parasitent parce que c'est pas désagréable, mais d'histoires que je trimballe, que je raconte tout le temps à tout le monde jusqu'à épuisement des gens en fait. Et au bout d'un moment je me dis j'aime tellement cette histoire, j'aime tellement la raconter, je me lasse jamais de la réaction des gens qui disent mais j'avais jamais entendu parler d'elle. Et en fait je pense que c'est une forme d'ego. Je sais pas si c'est la même que celle d'un journaliste, mais c'est de se dire je suis contente à chaque fois de me dire que les gens n'étaient pas au courant et que je leur ai appris quelque chose. Ça me fait plaisir, mais c'est pas leur apprendre quelque chose, de toute façon c'est commun à tous les gens qui aiment raconter des histoires, c'est qu'on aime manipuler les gens et qu'on aime les tenir, les faire accélérer, les tenir en haleine. Et j'adore, je trouve qu'elles ont toutes des histoires tellement parfaites qu'il n'y a pas besoin de rajouter de fiction dedans. Et voilà, je trouve c'était un peu laisser le charme agir. Il suffisait de raconter les histoires de ces femmes-là en rajoutant absolument rien de ma part, vraiment. C'est-à-dire que c'est les autobiographies que j'ai lues et que j'ai remis en BD derrière. Et pouf, c'est super. Donc, Je posais cette question à propos de Pulan Devi parce que Pulan Devi, moi, quand j'avais lu, je dis bon, la reine des bandits, voilà, une femme peut-être un peu hors du commun et qui se lève contre le système, contre des tas de choses, et qui passe de l'autre côté de la loi, on va dire ça. Et là, on découvre que c'est beaucoup plus que ça, que c'est une femme détruite déjà par en tout cas qui aurait pu l'être, oui. Jusqu'à ce que, effectivement, les hommes arrivent enfin à se débarrasser d'elle de manière définitive. C'est des biographies, alors on peut, je dis, spoiler, oui. Enfin on peut, oui, il n'y a pas de suspense. Ce sont des vies dont on sait ou dont on sait moins bien. Mais justement, la fameuse Pulan Devi, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'on n'avait jamais lu, je ne lis pas de biographie, peut-être à tort, suffisamment, mais je n'avais pas lu dans la presse tout ce parcours de vie, comme pour toutes les autres. Qui explique pas mal la suite, du coup. C'est-à-dire que quand on comprend ce qui lui est arrivé entre ses 4 et ses 16 ans, bon, on comprend qu'elle en est gros sur la patate et que derrière, elle soit allée faire des expéditions punitives avec les bandits. Alors, je disais que vous les avez choisis en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique. Il y a des invariants sur ces parcours de femmes ou sur la situation des femmes ? Non seulement il y a des invariants géographiques, mais temporels aussi. C'est que
j'ai essayé d'être à peu près dans tous les continents et de pas faire l'impasse sur trop de cultures, même si évidemment je ne pouvais pas. C'était déjà parce que pour moi ça n'avait pas de sens de dire « Ah, on va enfin parler de femmes », si c'était pour parler de femmes blanches uniquement. C'est vrai que c'était un peu contre-productif. Mais aussi au travers des époques, ce qui est étonnant, c'est autant le premier tome des histoires qui remontent jusqu'à l'Antiquité grecque, dans le deuxième c'est des histoires plus contemporaines, et effectivement des invariants, le mot bien trouvé, d'adversité, de préconstruits par la société, de pression familiale qui sont quand même toujours les mêmes sur les femmes, à toutes les époques, ça c'est bien, ça change pas. Avec des améliorations, mais pas forcément tant que ça en fait. Donc je trouvais ça aussi intéressant de montrer que on a non seulement pas attendu le 20e et le 21e siècle pour avoir des femmes qui se battent, mais que les inégalités et les pressions sur les femmes n'ont pas non plus attendu le 20e siècle. Enfin, les choses changent quand même s'il y a des invariants temporels, les choses changent. Alors, bon, l'actualité est ce qu'elle est. Vous en avez parlé à Francfort de votre travail à la Francfort, la foire du livre international. J'ai vu une photo, je ne sais pas ce que vous y avez dit, mais entre Francfort et maintenant, l'actualité a encore donné du grain à moudre. C'est pas possible, quoi, entre rien que là, cette semaine, vous avez vu l'actualité en Égypte ? Oui. Incroyable. En Égypte, on a une double actualité. On a, pas plus tard qu'hier, une présentatrice de télé égyptienne, Doha Salah, qui a été condamnée à 3 ans de prison pour incitation à la débauche. C'est pas bien d'inciter les gens à la débauche. En l'occurrence, elle avait évoqué à l'antenne les grossesses hors mariage. 3 ans de prison. Et la semaine dernière, et c'est un avocat qui a porté plainte pour incitation à la débauche, il a gagné. Une semaine dernière, un autre avocat égyptien, ils sont très costauds, Nabil Alouache, a déclaré que violer une femme à la tenue indécente était un devoir national. Alors, je ne sais pas jusqu'où va la tenue indécente et si même rencontrer une femme nue justifierait qu'on la viole, mais en l'occurrence, la tenue indécente, c'était les jeans troués. Donc, je vous mets en garde. Ah mais c'est pas la peine d'aller jusqu'en Égypte, en France aussi, on en a des belles depuis 24 heures. Hein. Voilà. Alors j'allais venir. Nadia Dam, qui est une de mes consoeurs journalistes et qui est harcelée parce qu'elle a dénoncé un groupe, un forum qui veut bloquer toute initiative qui consisterait à en finir, ou en tout cas lutter contre le harcèlement de rue. C'est ça. Donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui n'ont pas eu Internet depuis 24 heures, mais voilà, en gros c'est terrible parce que c'est des gens qui s'en sont pris à elle, à son enfant aussi, qui sont venus jusque chez elle dans la nuit et qui ripostent au fait qu'on pointe du doigt leur comportement, qui ripostent d'une manière évidemment complètement disproportionnée, complètement démesurée et folle, mais surtout avec aucune riposte légale en face. Donc on considère que c'est une opinion comme une autre. Voilà, on a le droit d'harceler, de terrifier les gens parce qu'on a eu le malheur de souligner des choses qui ne sont pas acceptables. Et il n'y a pas tellement de réponses, je trouve. Donc j'imagine que ça va peut-être venir là, mais en attendant, ça me rend folle de rage, mais comme tout le monde, j'ai pas le monopole de ça. Mais... Pendant ce temps toujours, de l'autre côté de l'Atlantique, on n'en parle même pas, mais si, parce que vous ne le savez peut-être pas toutes et tous, mais vous avez un pied de l'autre côté de l'Atlantique et un pied ici, donc vous faites des allers-retours réguliers. Est-ce que ce regard, ça vous donne un regard décalé, ça vous permet de voir, est-ce qu'on vit les choses de la même manière de chaque côté de l'Atlantique sur ce qui est justement la condition des femmes, puisqu'on en revient toujours à votre travail. Ce qui est sûr, c'est que déjà que j'ai un potentiel de rageuse naturellement et que je suis tout le temps énervée, en ayant le double flot de l'info française et américaine qui du coup me concerne un peu des deux côtés, mon ragomètre explose. Je suis vraiment en train de... C'est pas possible, je deviens vraiment... Je suis énervée tout le temps. Voilà. Mais les États-Unis, c'est bon, il n'y a rien à attendre d'un président qui a quand même été pas condamné, mais en tout cas dont on a prouvé qu'il c'était un agresseur sexuel. Donc déjà à partir de ce moment-là,
fait même qu'il reste en poste et que ce soit ok pour tout le monde, derrière c'est vrai que c'est compliqué d'attendre des choses intéressantes de lui. Mais les États-Unis, il y a aussi une très, très forte résistance qui s'organise. C'est quand même un pays où les gens aussi ont décidé de pas attendre les bras croisés que les 3 dernières années s'écoulent. Et il y a quand même un élan très positif de femmes là-bas. Et au-delà du cas du président des États-Unis, de Donald Trump, est-ce qu'il y a une manière différente d'aborder les choses? Pour tout dire, est-ce qu'ils auraient, eux, évolué dans un sens qui n'est pas le nôtre, dans les relations sociales, dans les relations de travail ou dans les relations oui, alors c'est marrant, on en parlait privées. juste avant, là, pour le petit entretien. Je trouve qu'ils ont un féminisme protestant et anglo-saxon, là où on a un féminisme à racines latines. C'est-à-dire que certaines choses sont réglées chez eux depuis très longtemps, c'est plus du tout un problème. Enfin, par exemple typiquement, le fait d'avoir une frontière très très claire entre le flirt et le harcèlement. C'est qu'aux États-Unis, on ne dit pas c'est impossible sur le lieu de travail de se prendre une réflexion sur une longueur de jupe. C'est-à-dire qu'on se moque d'eux sur le fait qu'ils font des procès pour harcèlement sexuel pour tout. Ça n'empêche que ça a fait son travail et que... Alors, New York, c'est une ville qui peut avoir plein de défauts, qui peut être dangereuse parfois, mais ça m'est jamais arrivé de me sentir en insécurité, peu importe ma tenue. C'est jamais arrivé que je me fasse siffler sur un chantier. Enfin, ça n'existe pas. C'est pas possible. Là où en France, quand même encore un peu de boulot, et on dit ah mais c'est la grivoiserie française, on fait des petits compliments et c'est insupportable. Et voilà, ça c'est pour moi un truc très protestant. C'est ah non, on fait pas de commentaires aux femmes. À côté de ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de rabaissement des femmes qui est intégré, qui est hyper naturel chez les Américaines par exemple. C'est de se dire que la plus belle chose qui puisse leur arriver, in fine, c'est quand même d'avoir des enfants. Et que quand elles auront des enfants, elles s'arrêteront de travailler, que la vie s'arrêtera et qu'elles deviendront à 100% des mères et qu'elles le vivent vraiment comme une espèce de sacrifice. Et c'est du coup, on fait rien pour les aider à travailler, par exemple. Et on peut dire des choses sur les femmes qui travaillent qui seraient inadmissibles en France. Donc, on fait pas exactement le même truc, mais voilà, on a différents angles d'attaque. Ensuite, après, on peut en parler pendant des heures, mais elles ont pas non plus, les Américains n'ont pas du tout la même position, par exemple sur le voile, sur la prostitution, enfin plein de sujets qui divisent un peu les féministes et où le traitement est vraiment pas le même aux États-Unis non plus. Mais c'est quand même ce double regard est intéressant. Ce double regard vous permet peut-être de voir que nous aussi, quelles que soient nos opinions personnelles, nous sommes inscrits dans des mouvements, je ne parle pas là du mouvement féministe, mais dans des mouvements de fond, dans des cultures plus intenses. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit, le moment que nous vivons n'est pas un moment qui aussi correspond à une mondialisation des discours, des esprits, des combats? Vous avez, mis des gens de toutes continents, de toute société, et aujourd'hui, oui, on s'intéresse plus peut-être aujourd'hui à une présentatrice égyptienne qu'on ne pouvait le faire éventuellement il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ah, mais c'est sûr qu'il y a des aspects très enthousiasmants et qu'il y a de l'espoir, mais moi j'ai aussi l'impression qu'on est au moment où on est vraiment au fond et que bientôt on va donner un coup de talon et remonter, mais on est vraiment très au fond là. Donc, quand même, je trouve que c'est difficile d'être optimiste en ce moment. Désolée. Mais je trouve que malgré le fait qu'on soit censé être à un moment où on est suffisamment éduqué, en tout cas déjà, pour que plein de choses devraient être réglées par le fait qu'on a éduqué les gens, que mai 68 est il y a longtemps derrière nous, etc. Et pour autant, on patine sur certaines choses. Il y a encore parfois des affiches dans les rues de Paris contre l'avortement, par exemple. Donc, je trouve que ça avance lentement. Vous avez choisi de parler de femmes d'exception, parce qu'on peut le dire comme ça, toutes, quel que soit leur parcours, sont des femmes d'exception. Et pareil, il faut dire que tout ça est plus que l'air du temps, c'est l'actualité. Donc j'ai trouvé dans Madame Figaro, parce que je lis aussi Madame Figaro, Génération féministe ou comment le féminisme débute dès le berceau. Cette parole de Laurence Faron qui dirige la collection Talent Haut, qui est une collection qui, je vois des têtes qui hochent, qui donc prône l'égalité par, je dirais, le démontage des clichés le plus possible, des clichés masculinité, féminité.
et qui dit ceci: si vous faites croire aux petites filles qu'elles doivent être exceptionnelles pour réussir, vous faites perdurer un schéma hors d'âge. Il faudrait presque en finir, dit-elle, avec les femmes d'exception. Qu'est-ce que vous avez éventuellement à dire de cette phrase-là? Je parle pas de femmes d'exception, je parle de femmes qui ont fait avec ce qu'elles avaient dans leur manche pour affronter les problèmes et ont transformé leur destin de manière exceptionnelle. Aucune d'elles n'est née très riche ou magnifique ou bardée de diplômes. Une. Peggy Guggenheim n'était pas née pauvre. Oui, et Eddie Lamar était belle, mais justement elles ont dû lutter contre le fait d'être belle et contre le fait d'être riche, chacune, respectivement. J'aime l'idée qu'elles démarrent pas de rien, elles démarrent de ce avec quoi on démarre tous et toutes, c'est-à-dire du bien, du moins bien, et puis on se débrouille avec ce qu'on a, mais de pas s'en tenir là, de pas se dire j'aurais bien aimé faire ça, mais je suis pas née au bon endroit, j'ai pas ce qu'il faut, et de se dire qu'est-ce que j'ai dans ma main de départ, et je vais faire avec ça, et je vais le magnifier. Et je suis assez d'accord sur le fait que finalement, ce que c'est cette logique aussi de talent haut, c'est les histoires peuvent pas commencer par on est né une princesse. Non, en fait, ça ne marche pas. Alors, c'est super si on est princesse, tant mieux, ça a l'air génial, mais c'est pas le cas de grand monde malheureusement. Donc, je pense que ce qui est fort et ce qui fait qu'on a un destin d'exception, c'est de se dire, je sais rien, moi je pourrais faire tout ce que je veux toute ma vie, je ferais pas 1m80 par exemple, voilà. Mais c'est pas grave. Bon, en l'occurrence, ça tombe bien, je vais pas faire de basket particulièrement, ni rien, mais je fais avec ce que j'ai. Donc, moi, j'aimais bien dessiner et je me suis dit, c'est super, c'est ce que je vais faire. Et puis... On a prononcé deux noms, alors, comme vous l'avez pas encore forcément lu, Peggy Guggenheim, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, et on a le droit de pas savoir, est une dame qui a fortement marqué l'art moderne et l'art contemporain. Qui, si vous avez le bonheur un jour d'aller à Venise, vous verrez le musée Guggenheim qui était d'ailleurs sa demeure, mais qui, malgré le fait qu'elle soit née riche, a dû se battre pour faire imposer son caractère, son goût, et c'est passionnant ce que vous nous racontez sur Peggy Guggenheim. Mais quant à Eddie Lamar, les plus vieux d'entre nous, comme moi, s'en souviennent peut-être, c'était une actrice de talent d'Hollywood. Mais pas seulement, parce qu'on apprend, et moi je l'avais appris grâce à vous, et depuis je le replace à chaque fois, que c'était aussi une inventrice de grand talent, voire de génie, et qu'aujourd'hui, si vous avez de la Wi-Fi ou en tout cas le Bluetooth, c'est grâce à Eddie Lamar qui a inventé, déposé des brevets fort intéressants sur les ondes et sur radio, et voilà, donc là aussi, mais... Elle est connue, on lui a rendu hommage quand elle est morte pour son talent d'actrice. Même pas, pour sa beauté juste. Ok, ouais, mais en tout cas certainement pas pour son talent d'inventeur, de grand savant. Voilà, ma petite sœur voulait faire grand savant français quand elle était petite. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je vous invite juste à découvrir ces deux bandes dessinées. Un dernier mot sur le dessin. J'ai fait le travail, je sors de la galerie Barbie Maton où je suis allé, c'est plein. Il y a beaucoup de monde parce que vous avez tous ces portraits-là, ce sont ces portraits qu'on voit là. Entre autres. Il y en a d'autres, il y en a des contemporains. Il y a au moins Simone Veil, qui n'est pas là. Il y a aussi notre ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira. Qui est à New York. Qui est à New York. Ouais, elle est avec Gloria Steinem à New York. Parce qu'il y a le festival d'Albertine. Voilà, le festival d'Albertine. De New York, et cette année, c'est un festival féministe et c'est Gloria Steinem qui le modère. Et donc, elle a invité Christiane Taubira. Gloria Steinem, 83 ans, qui dit il y a. Je vais la citer exactement, il ne faut pas des noms, parce que oui, même. Super. Je suis assez vieille pour savoir que c'était bien pire avant. Voilà, et c'est pas gagné. Je vous invite à découvrir ces deux albums, à discuter un peu, à vous faire dédicacer les livres par Pénélope Bagieux. Merci pour cette rencontre. Merci.